Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo donc, de la partie sur le HTML et CSS3. Donc on va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. On avait créé à la base la structure du site en HTML et maintenant on allait s'occuper des styles pour mettre en forme tout ça et avoir une mise en page un petit peu plus sympa. Donc ce qui va se passer maintenant, on va juste rajouter 2-3 petites choses dans notre HTML pour être sûr que tout est ok et puis on passera au style. J'avais oublié quelque chose dans la dernière vidéo. Je vous avais parlé des balises sectionnantes qui avaient forcément besoin d'un titre, et en fait la balise nav est également une balise sectionnante, et j'avais donc oublié d'ajouter un H2 ici. Donc on va ajouter un H2, et on va mettre, imaginons, le menu principal. Le truc, c'est que ce H2 est également le H2 qui sera dans le footer. C'est pas très joli, on n'a pas franchement envie qu'il soit visible. Mais on veut qu'il reste tout de même là pour une question d'accessibilité, pour les gens qui utilisent par exemple des lecteurs vocaux, donc ils vont lire textuellement le contenu, etc., pour aider les gens qui ont des problèmes de vision à pouvoir naviguer sur le site sans souci. Donc on veut qu'il soit toujours là, on veut juste qu'il ne soit plus visible. Donc ce qu'on va faire, on va leur ajouter une classe, qui sera une classe qui s'appellera hide. Voilà. Et je vais faire de même pour le H2 du footer. Bien sûr, on peut laisser le menu si on veut, mais ici en l'occurrence, c'est pas très joli, donc je le cache. Évidemment, il n'y a pas encore de changement, vu que je n'ai pas encore appliqué le style à cette classe. Donc maintenant qu'on a tout qui est prêt au niveau de notre HTML, on va pouvoir passer au CSS. Pour ça, en fait, il faut lier un fichier CSS à notre HTML. À une époque, on écrivait le CSS directement dans HTML, mais on s'est rendu compte que c'était pas très pratique, du fait que devoir relire de 1 le code HTML, puis ensuite le code CSS, le tout mélangé, c'était vite le fouillis, on s'y retrouvait plus trop. Donc maintenant, on sait partout dans des fichiers bien distincts, et ça permet d'être très clair à ce niveau-là. Donc pour ça, en fait, pour lier un fichier, il faut rajouter une balise link dans le head, qui est la partie qui ne se voit pas mais qui ne contient pas d'informations, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va créer une balise link. Hop. Donc une balise link qui va nous servir à définir la relation avec ce fichier. Ici ce sera une feuille de style sheet, ainsi que le type. Donc nous ce sera du texte et le format ce sera du CSS. Et le href, donc pareil pour les liens, on va simplement lui donner un lien. C'est comme pour la source aussi des images, même combat, sauf que c'est l'attribut qui change. Et ici, vu qu'on va mettre le fichier à la racine, on va simplement écrire style.css. Ce sera le nom de notre fichier. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir créer un nouveau fichier que je vais sauvegarder directement à la racine également, et je vais l'appeler style.css. Et donc on se retrouve avec un fichier CSS. Évidemment, si vous avez un éditeur de texte correct, il va définir que c'est un fichier CSS et vous aurez la coloration syntaxique qui va permettre de voir plus de choses et de comprendre tout ça. Donc, comme le HTML, il y a une façon bien précise d'écrire du CSS, et en fait le CSS, on écrit toujours le nom de la balise ou la classe ou l'ID, ou en gros le selector, on appelle ça un selector, selector, suivi de ce signe-là, dont j'ai oublié le nom, c'est pas des crochets, c'est des... c'est pas des parenthèses, enfin voilà, c'est ce signe-ci en somme, donc ouvert ici et fermé là-bas, et dedans on fait une indentation, hop, et ensuite la classe qu'on veut définir, enfin le style que l'on veut définir. Toujours définir la première chose, donc ce sera par exemple, imaginons la largeur, 2 points, la valeur. Ce sera toujours comme ça. Ça se passera toujours comme ça. Donc on peut supprimer ça et on va tout de suite passer au CSS. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va simplement commencer par le dessus en continuant vers le bas et en définissant des styles à nos classes et à nos balises. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai un menu où j'ai des éléments qui ne sont plus à la suite, mais bien disposés à côté de l'autre. On va s'occuper de ça juste après. D'abord, on va définir 2-3 choses qui sont générales. Par exemple, on va définir la couleur de fond du site. Ça se mettra sur le body, ainsi que la couleur de fond pour le footer et pour le header. Donc ce qu'on va faire, on va simplement aller sur notre fichier CSS et on veut le définir sur le body. Donc on va simplement écrire le nom de la balise. Pardon. Et donc ce sera la balise body. Donc ça, c'est notre sélecteur. Ensuite, ça m'énerve de ne plus retrouver le nom. Voilà, et la règle, donc ça va donner une règle qui sera background, la couleur de fond, donc on pourrait écrire background color également. Moi je vais écrire background, ça fonctionne également, c'est la version plus courte. Dièse, et ensuite on va inscrire le nom de notre couleur. Moi je ne la connais plus de date, donc je vais aller la récupérer ici. Voilà.
avec l'inspecteur d'éléments, on peut faire ça assez facilement aussi. Donc c'est cette couleur-ci. Hop. Voilà. Et là, je vais sauvegarder. Et maintenant, si j'actualise ma page, hop, vous voyez que mon body a une couleur de fond. C'est pas très contrasté, mais ça me permet de le voir. Sur mon header, on veut qu'il soit un peu plus foncé. Donc, je vais écrire header de nouveau, et je vais écrire background. Et comme couleur, on va utiliser une couleur RGBA, c'est une couleur qui va gérer la transparence, une couleur RGB qui gérera la transparence. Donc RGBA, et entre parenthèses les valeurs. Donc 1, 1, 1, pour le rouge, vert, bleu, ça nous donnera du noir, bien évidemment, virgule 0.05. Hop. Et donc ça va gérer l'opacité, ça aura une opacité de 5%. En fait, l'opacité en CSS va de 1 à 0. Et donc si vous écrivez 0.8, vous aurez une opacité de 80%, 0.7, une opacité de 70%, etc. Donc je peux actualiser, et on voit que mon header est un peu plus foncé, ce qui me permet de contraster. Il est même un peu trop foncé à mon goût. Mettre à 0.2, une opacité de 2%, voilà, ça crée un simple contraste et ça marche bien. Après on voit en fait que mon header il colle pas au-dessus. Ce qui se passe, c'est les navigateurs qui définissent un style par défaut. Donc pour ça en fait c'est sur notre body, et on va simplement lui dire qu'en fait, le margin en fait c'est ce qui va pousser quelque chose. Il y aura un espace entre l'élément et celui au-dessus. Ici, en l'occurrence, à l'intérieur du body, il y aura un margin, donc ça va pousser le header, vu qu'il est contenu dedans. Donc je vais actualiser. On va dire que là, on veut un margin de 0%, donc ça va également marcher ici, mais également un padding. Le padding, ça va remplir le contenu, ça va retirer une partie du contenu et ça va laisser un espace dedans. Et donc théoriquement, on va faire ça. Margin padding 0px, et ça va pas venir nous ennuyer. Ici, en fait, il nous ennuie. Ah, pourquoi est-ce qu'il m'ennuie? Vous voyez, ça, c'est les joies. Pardon, c'est mon H1. Ça, on va également le virer après. Vous allez voir que... Pourquoi? Mais ici, voilà, toujours, en fait, sur le body, on va toujours mettre margin et padding à 0%. À 0 pixels, pardon. Ça va nous permettre de toujours bien avoir le contenu qui sera contenu, il n'y aura pas trop de soucis. Si on veut en définir, on le définira nous-mêmes, mais on ne va pas se laisser ennuyer par les règles du navigateur. Il existe, pour les projets un peu plus pro, ici c'est un simple projet, des règles prédéfinies, des fichiers prédéfinis qui nous permettent d'annuler tous les styles du navigateur. C'est assez pratique, et donc je vous en parlerai dans une vidéo où je ferai un site plus conséquent qui va nous permettre de développer vraiment tout ça. Et ici, comme je vous le disais, c'est une simple introduction pour un peu comprendre les bases, apprendre à écrire un sélecteur basique, les premières balises, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper en fait de notre titre ainsi que notre menu pour qu'ils soient en parallèle comme ici. Et également, vous voyez, j'ai plus le menu principal. Ce titre ne s'affiche plus, et dans le bas de page également. On veut qu'il disparaisse. Donc ce qu'on va faire, on va travailler sur la classe qui s'appelle hide, qu'on l'a ajoutée. Et donc en CSS, pour cibler une classe, on va pas écrire hide comme ça, on va écrire .hide. En fait, une classe, on va toujours la commencer par .hide. Si c'était un ID, comme je vous en ai parlé hier, dans la vidéo précédente, on va faire /hide, imaginons. On va mettre un dièse et ensuite le nom de l'ID. Ici, en l'occurrence, on va travailler avec des classes, donc ce sera .hide. Ça pourrait très bien être point section, point paragraphe important, enfin voilà, vous avez compris, point le nom de la classe. Et donc, hide, ce qu'on va faire, on veut que le titre disparaisse, mais qu'il soit encore visible, comme j'ai dit tout à l'heure, par les navigateurs, pour que le navigateur le comprenne toujours qu'il est bien là. Et donc on veut simplement le cacher visuellement. Donc pour ça, en fait, on va utiliser un petit trick. On va lui donner en fait une largeur, donc une width de 0 pixel, une hauteur, donc une height de 0 pixel, un display inline block, voilà. Et ensuite, on va lui donner une position pour qu'il sorte tout à fait pour qu'il sorte de la page. Et donc pour ça, on va lui donner une position qui est absolue. En fait, une position absolue, on va le faire sortir, et on va lui dire, par rapport à cet élément-là, tu vas te positionner là. Ici, vu qu'on ne va pas lui définir de position relative, donc une position pour laquelle il pourra se référer, il va se référer par rapport au navigateur. C'est-à-dire que ce sera à gauche et en haut. 0 pixel en haut à gauche. Donc, si je lui donne une position absolue, voilà. Vous voyez qu'il sort. C'est pas très beau. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner moins. Donc, on va lui dire que sa position de gauche, donc la left, ce sera moins 999 pixels. Pas $, ça.
et sa position supérieure, donc son top, ce sera également moins 999 pixels. Et vous allez voir que, hop, ça disparaît et ça ne nous ennuie plus. Et ils sont toujours compris par le navigateur, mais visuellement ils ne sont plus là et ça ne pose pas de soucis. Maintenant, ce qu'on va faire, on veut, comme je le disais, que notre titre ici et notre menu soient des opposés à gauche et à droite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux balises-là, évidemment, elles prennent toute la largeur. Ce sont des balises qui sont dites blocs. Donc, comme vous voyez, elles prennent toute la largeur. Et ça nous embête un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer dessus un float. Un float, en fait, ça va permettre de les mettre dans le flux, de les sortir du flux. Et donc, ça va les mettre côte à côte, et elles vont remonter, elles vont se mettre côte à côte, ça va simplement leur donner une largeur qui leur permettra d'être côte à côte, et elles vont pouvoir se placer l'une à côté de l'autre. Donc ce qu'on va faire sur mon H1, donc la balise H1, je vais lui donner un float qui sera un left. Et je vais également faire ça sur ma nav, float qui sera un left. Vous allez voir. Et donc ça donne ça. Déjà, on voit que le contenu après remonte. Et on voit également qu'ils sont juste un à côté de l'autre, et pas à gauche et à droite comme ici. Donc ce qu'on peut déjà faire pour que mon menu soit mis à droite et pas à gauche, au lieu de lui mettre un float left, on va lui mettre un float right. Ça donne déjà ça. Ensuite, vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est que mon contenu remonte. Et que je n'ai plus de couleur de fond sur mon header également. Et bien en fait c'est normal. Vu qu'on sort les éléments du flux, le header n'a plus de taille qui lui est définie, et il n'a plus de largeur réelle, il ne sait pas vraiment quoi faire et comment être calculé. Donc pour ça on va utiliser un clearfix. Clearfix va permettre de nettoyer le flux en somme, ça va permettre de tout remettre à zéro. Et on va lui dire qu'après le header, je respecte ici, après le header, on veut que tu nettoies le flux pour que ce soit remis et qu'il comprenne bien ce qui se passe. Donc on va utiliser un sélecteur pseudo-élément, et donc on va dire que header 2.after, donc après le header, traduit littéralement, on va avoir un élément avec un contenu qui sera vide. Si vous voulez qu'il apparaisse, il est nécessaire d'écrire content avec quelque chose dedans, mais ici en l'occurrence ce sera vide. Il y aura une width de 0 pixel, de nouveau, une height, donc une hauteur de 0 pixel également, display block, et qui aura un clear, donc ça va permettre de nettoyer both, c'est-à-dire il va nettoyer des deux côtés, left and right. Et hop, vous voyez, ici, tout se met bien, il recalcule bien la hauteur, et ici tout se remet bien correctement dans le flux, il a bien compris ce qu'on voulait. Ensuite, notre menu ici, on voit que ça n'a plus l'aspect d'une liste. C'est des choses qui sont l'une à côté de l'autre, et il n'y a plus les petits points ici. Donc ce qu'on va faire, j'avais donné une classe à ceci, et donc on va cibler la classe menu item, et à cette classe menu item, on va dire que les éléments, donc les LI, en l'occurrence les items, ont un display inline block. En fait, ce qui se passe, à la base, ils ont un display block, c'est-à-dire qu'ils prennent toute la largeur, comme je le disais. Et maintenant, on va leur dire inline block, et donc ça va simplement leur donner une largeur qui est fixe, et donc ils vont pouvoir se mettre à côté de l'autre. C'est à peu près pareil que le float, sauf que l'inline block permet des choses un peu plus simples et souvent plus utilisées ici. Le float, c'est pour des placements en rien plus complexes. Donc ici, on a besoin juste de l'inline block, et ça marche plutôt bien. Vous voyez qu'on a maintenant nos deux éléments qui sont à côté de l'autre, et vu que c'est des éléments blocs, ils n'ont plus le petit bullet de la liste. Vous voyez également que ici on a un plus grand écart entre les deux, et ici également on a des écarts. On va d'abord s'occuper des écarts entre les listes, et donc ici en fait on va simplement dire menu item, on va leur donner un margin, donc margin c'est ce qui va permettre de pousser, laisser un blanc sur les côtés ou sur la hauteur, comme je le disais tout à l'heure. Un margin left, donc un margin à gauche, qui sera de 30 pixels. Et donc ce qui va se passer... Ah, pardon, mauvaise page. Et donc ce qui va se passer, voilà. Ici on va avoir un blanc de 30 pixels. Évidemment, ici on aura un blanc de 30 pixels. Et donc ce qu'on va faire pour éliminer tout ça, vu qu'on ne veut pas avoir un espace en trop, ça va poser problème. Ici pas, mais imaginons dans un code plus gros sur Mercure, ça pourrait poser problème. Donc on va faire menu item 2.first-child. Donc le premier élément ici, qui sera first child, et donc on va lui dire margin-left 0px. Et donc comme ça on n'aura plus de margin et ça se mettra très bien. Par contre maintenant on veut qu'il y ait à l'intérieur ici quelque chose qui va nous permettre de respirer un peu parce que c'est un petit peu bloqué. Donc ce qu'on va faire, on va simplement
définir sous notre header un padding. Donc un padding, c'est ce qui va remplir l'intérieur. Donc un padding de 30 pixels. Vous allez voir qu'en fait, si je mets 30 pixels, c'est un peu le problème, c'est un peu le bordel. Hop, je l'ai mis sur le after, pardon. Sur le header et pas sur le after. Donc padding, 30 pixels. Donc vous voyez, en fait, ça me fait un espace qui est super grand. Pourquoi? Alors, moi, j'en aimerais bien juste sur les côtés. En fait, ce qui se passe en CSS, on peut écrire soit padding-top, padding-bottom, padding-right, padding-left. Donc vous doutez bien, en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais en fait, si on écrit padding tout court, on va permettre de définir les 4. Mais si je mets simplement padding 30 pixels, en fait, les 4 valeurs vont être à 30 pixels. Et on ira toujours dans le sens haut, droite, bas, gauche. Ça ira toujours comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en fait, moi, je veux simplement, sur les côtés, avoir 30 pixels, et sur les hauteurs, je vais dire 10 pixels. Donc ce qu'on va faire, ça va donner 10 pixels, donc pour l'instant, tout aura 10 pixels, donc pour le haut, ce sera 10 pixels, et 30 pixels. Et en fait, vu qu'on va donner deux valeurs, il va comprendre que pour le haut et le bas, ce sera 10 pixels, et pour à gauche et à droite, ce sera 30 pixels. Et donc, vous voyez que ça se met correctement ici. Ce qui se passe maintenant, vous voyez qu'il y a un petit décalage ici. En fait, c'est logique, la balise remonte toujours sur le haut, le plus haut possible. Et donc, ce qu'on va lui dire, on va déplacer ça en fait pour qu'il se mette bien correctement. Pour ça, on va utiliser de nouveau une nouvelle position, mais cette fois-ci, ce ne sera pas une position absolue, qui va le faire sortir du flux, non, mais on va simplement utiliser une position relative. En fait, ça va permettre de déplacer cet élément par rapport à sa position actuelle. Donc sur mon menu, je vais utiliser une position dite relative, et je vais dire que par rapport au top, donc son point de hauteur le plus haut, il ira à 10 pixels en dessous. Et donc ce qui va se passer, pardon, pas à 10 pixels en dessous, il va être à 10 pixels. Et donc, hop, vous voyez qu'il va redescendre. Je peux même augmenter un petit peu. Vous voyez qu'il redescend correctement. En fait, la position relative, il va garder sa position dans le flux, il sera toujours au même endroit, mais visuellement, on va pouvoir le décaler de 10 pixels et ça va nous permettre de l'agencer un petit peu plus correctement. Donc pour le header, on est bon. Maintenant, on va pouvoir passer au contenu qui va permettre de structurer un peu tout ça. Donc comme vous le voyez, on a en fait toutes nos sections qui ont un fond blanc avec un border, une bordure donc, et le texte intérieur qui sont mis en page, etc. Donc ce qu'on va faire, on va cibler notre classe qui s'appelle section, vu que toutes notre sections en ont une, ça tombe bien. Et donc on va lui dire point section. On va lui dire qu'il va avoir un fond blanc, donc un background de nouveau, background white, blanc. On pourrait définir une couleur RGB ou une couleur web, peu importe. Ici, moi, je veux du blanc, donc je vais définir un blanc, et on veut qu'il ait une bordure. Et pour utiliser la bordure, on utilise l'arrêt qui s'appelle border. Le border a toujours besoin de quelque chose. L'épaisseur de la bordure, moi je vais dire 1 pixel. Le type de bordure, ce sera un type qui sera solide ici. On veut qu'elle soit pleine, elle ne soit pas pointillée, elle ne soit pas en forme de petits points ou autre. Donc elle sera solide. Et ensuite la couleur. Et moi en l'occurrence, je vais dire RGBA, de nouveau, 1, 1, 1, et 0.1. Donc du noir avec une opacité de 10%. Et là vous voyez que directement on a un truc qui se met en blanc autour avec une petite bordure au-dessus. Évidemment, pour l'instant c'est pas très beau parce que c'est pas centré comme vous le voyez. On va tout de suite s'occuper de ça. Donc pour ça en fait, on veut déjà que nos éléments ici aient une taille définie. Je ne sais plus exactement la taille que j'ai mis, je vais vous le dire tout de suite. Et donc ici, moi j'ai mis une taille, voilà, une largeur de 600 pixels. Donc pour ça, sur notre classe section, on va leur définir une classe de une largeur de 600 pixels. Et donc maintenant, ça nous donne ça. Vous voyez que ça casse un peu le tout à cause de l'image, on va régler ça juste après. Mais vous voyez que pour l'instant, ma section prend bien la largeur que je lui ai donnée. Ensuite, on veut qu'elle soit centrée. Pour ça, en fait, il existe un petit quelque chose qui fonctionne bien. On va utiliser un margin qui est dit auto. Donc un margin, nous on ne veut pas qu'il ait de margin top pour l'instant. Pour l'instant en tout cas. Donc on va lui dire simplement un margin de 0px sur la hauteur et sur le bas, c'est le même principe que pour le padding, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et sur les côtés, on veut qu'il ait un margin auto, et donc automatiquement elle va calculer les margins pour que le tout soit centré. Et vous voyez que ça nous centre bien nos éléments, c'est assez pratique.
Ensuite, ce qu'on aimerait bien, comme vous voyez ici aussi, c'est qu'on a un espace en dessous de cette section-là. Et donc pour ça, on va utiliser en fait un margin qui sera dit bottom, et donc on va pouvoir cibler avec ce margin-ci. Mais on ne veut pas qu'il soit en haut et en bas. Donc ce qu'on peut faire en CSS de nouveau, on peut écrire en fait soit les deux pour le haut et pour le haut et le bas et pour la gauche à droite, ou on peut carrément définir les 4, voire 3. Alors ce qu'on va dire, que le margin top ce sera 0 pixels, le margin à droite ce sera auto, le margin en bas lui il sera de 50 pixels, et en fait si je pourrais écrire de nouveau auto, donc ça ferait haut 0 pixels à droite automatique, en bas 50 pixels et à gauche automatique. Mais simplement si j'écris ça, en fait, ça fonctionnera aussi, parce que le CSS lui dira que il m'a dit auto pour le droite, donc pour le gauche c'est pareil, mais pour le haut et le bas je dois faire attention. Et donc si je fais ça, vous voyez que j'ai pas de souci d'alignement, il reste bien centré, j'ai pas d'écart en haut, mais j'ai un écart en bas qui se met correctement. Voilà. Donc ensuite la prochaine chose à faire, c'est mettre un padding, donc le padding c'est ce qui va remplir l'intérieur. En fait le padding, il faut savoir que je vais lui donner un padding qui sera de 50 pixels, donc là ici je définis pour les 4 d'un coup. En fait, vous voyez, ça grandit, la largeur grandit. En fait ce qui se passe, le padding, il rajoute 50 pixels à l'intérieur. Le margin ne va pas rajouter, mais le padding oui. Donc au lieu d'avoir une div qui fera 600, d'une section qui fera 600 pixels comme j'ai défini, elle en fera 700 en fait au final. Il faut toujours faire attention à ça. Donc ce qu'on peut faire, si on ne veut pas qu'elle en fasse 700, on définit 500 à la place, et donc elle doit arriver à 600, ou on laisse ça, moi ça ne me gêne pas d'avoir 700 pixels de large, donc on lui laisse. Et ça donne ceci. Ensuite, on aimerait bien que nos titres, donc nos H2, soient centrés dans nos sections. Vous voyez ici. Donc ce qu'on va faire, on va simplement sélectionner, et là on va faire un sélecteur d'enfant. Donc ce qu'on va écrire c'est point section, donc un élément qui est la classe section, espace H2. Donc en fait on va définir les titres de type H2 qui sont contenus dans la section. Donc par exemple ici, ce titre-ci, donc là c'est la section qui a la classe section, et un titre de type H2. Et donc il est directement contenu dedans. Et donc lui on va lui dire qu'il va avoir un text align, donc un alignement de texte, text align center. Et donc il va se mettre bien au centre. Ensuite, on aimerait bien changer sa taille. On aimerait bien qu'il soit un peu plus grand parce que c'est pas très grand. Donc on va lui définir une font size en fait. Font comme la police, size comme la taille. On va toujours définir une font size en pixels. Moi je vais mettre une font size de 40 pixels par exemple. Et donc on va avoir une font size ici. Ensuite, ce qu'on aimerait bien, c'est que notre image dans la section, au lieu de sortir, elle prenne toute la largeur. Et bien pour ça, on va utiliser un petit trick. Donc on va écrire. On va de nouveau sélectionner un enfant de la section, ici ce sera une image, donc on va écrire point section image, enfin img, la balise img, on cible toujours les balises, donc ce sera la balise img, section img, on va lui dire que sa largeur en fait elle va prendre 100%. On pourrait l'écrire en pixels, mais ici moi je vais le faire à 100%, comme ça je suis sûr qu'elle aura toujours bien la largeur de ma section, sûr et certain. Et comme ça bah, on a simplement une image qui prend bien toute la largeur et sa hauteur s'adapte automatiquement, ça garde son ratio. Donc ça commence à prendre forme, et je vois qu'en fait, ici il y a un petit défaut. En dessous de mon header, ben, j'ai simplement... enfin ça colle. Et donc ce que je vais faire, je vais tout de suite aller sur mon header, et vous vous doutez de ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un margin-bottom de 50 pixels. Et hop, comme ça on voit que ça nous pousse un petit peu. Ensuite, j'aimerais bien que, pour ma première section, j'ai mes éléments ici qui soient mis en évidence. C'est pourquoi on avait mis des spans avec une classe ici. Et donc je vais cibler les spans de ma section profil. Donc il a deux classes, la classe section et la section profil. Donc je vais pouvoir simplement écrire point profil. Attendez, mon mail me fait chier, voilà. Point profil. Ensuite, je vais écrire span, où je peux également écrire le nom de la classe. C'est le même combat, donc ce sera les éléments qui ont la classe un tel enfant de la classe profil, et donc ce sera point paragraphe important. Hop, voilà.
on va leur dire en fait que pardon, c'est pas font style, c'est font weight. Donc l'épaisseur, le poids du texte, ce sera bold. Et donc, ils vont se mettre en gras. C'est le font weight qui permet ça. Le font weight, on va l'utiliser après sur le profil. Je vais en revenir après. Attendez, 2 secondes. Voilà, parfait. Maintenant, il peut disparaître. Donc, maintenant, on voit que le font weight a joué ici. Donc, on peut jouer sur notre titre également. Mais, ce qui va se passer, certaines polices n'ont pas forcément des écritures light, des écritures bold, etc. Donc, on va tout de suite définir une police qui, en fait, a des divers épaisseurs de caractères. On va en fait définir cette police sur tout le site pour garder une cohérence. Donc, de nouveau, ça va se passer sur ma police body. Et donc, on va écrire font-family, donc la famille de police. Et ce sera, moi je vais utiliser de l'Helvetica. Donc vous voyez directement, ma police change. Bien sûr, il faut que ce soit une police qui est installée sur votre ordinateur, et le jour où vous mettrez votre site en ligne, il faut que cette personne ait la police. C'est pour ça que je vous invite à regarder les autres vidéos que je publierai, où là on apprendra à utiliser par exemple des polices Google Fonts, ou comment insérer une police vous-même, etc. Mais également, il y a des droits sur les polices, donc il faut faire assez attention. Ici, c'est un petit projet, donc je me permets d'utiliser Helvetica. Maintenant que je sais qu'Helvetica a du bold, a du light, etc., je vais pouvoir m'occuper de mes titres. Et donc je vais dire que les H2 de mes sections, qui seront ici, ont un font weight, donc le poids, qui est dit lighter, plus fin. Et vous voyez, ça donne ceci. Ça permet d'avoir des choses un petit peu plus jolies et un peu moins violentes. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la prochaine section. Et ma section ici, c'est la section biographie. En fait, vous voyez que mes paragraphes sont un peu trop noirs pour moi. Et puis, ils sont un peu collés, donc il faudra augmenter la différence, la hauteur entre les lignes. Donc ce qu'on va faire, on va aller créer quelque chose qui sera .bio, je me souviens bien, .bio, et un .bio paragraphe. Je pourrais également simplement écrire .bio paragraphe, et ça ciblerait tous les P qui ont bio paragraphe. Ça fonctionne également, c'est pour ça que je vais le faire. Hop. Et donc, eux, je vais leur définir en fait un texte qui sera un petit peu plus gris. Je vais tout de suite aller récupérer la police. Hop. Donc, ce sera, voilà. Hop. Donc, je vais leur définir cette color. Donc, color pour la couleur du texte, background ou background color pour la couleur de fond, et color pour la couleur du texte. Cette couleur-ci. Je vais leur définir. Maintenant, je vais actualiser. Et donc, vous voyez que ça me donne ceci. Je veux également que ce soit un texte qui soit plus fin, donc je vais donner un font weight de nouveau, avec lighter. Donc on a un texte qui est déjà un petit peu plus agréable à lire, mais on veut également augmenter la hauteur des lignes pour être encore plus confortable. Pour ça, il existe une règle qui s'appelle line-8, la hauteur de ligne, ça porte bien son nom, et en fait on va donner une valeur en fonction de sa valeur actuelle. Donc là ici il y a une valeur de line8 qui est de 1, c'est logique, et on va lui dire qu'on veut une line8 de 1.5, donc il va faire une fois et demi fois sa valeur actuelle. Et donc, directement, ça me donnait des espaces plus grands. Une demi-fois plus grand, en fait. Et donc, on va avoir quelque chose qui sera déjà beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable. Si je voulais, je pourrais également changer l'alignement, mais ici, moi, je peux le laisser. Il est très bien comme il est. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la prochaine section. Et ici, en fait, on aimerait bien que nos sous-titres soient encore plus grands, mais pas tout aussi grand que H2. Donc ce qu'on va faire, point, je vais l'écrire en dessous, comme ça on a H2 puis H3, section H3. On peut le laisser à gauche, donc on va leur dire une font size de 30 pixels, et un font weight lighter. Donc, hop, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Voilà. Non. Lighter. Et donc on va avoir des titres qui seront mis comme ça. Donc on a déjà ici quelque chose qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus équilibré. Et donc maintenant on va pouvoir s'occuper de la dernière section.
En fait, nos sections, nos titres, nos liens, pardon, ils sont un petit peu mis l'un sur l'autre. C'est un peu gênant. Et donc, ce qu'on va faire, comme vous avez vu ici, on va un peu les écarter. Donc, je ne sais plus si j'ai mis un lien pour ces titres. J'ai pas mis de lien. Mais ce qu'on va faire, en fait, on va cibler les enfants de nouveau. Vu que j'avais donné une liste qui s'appelle link list, j'avais donné cette classe à mon élément, on va dire que les A contenus dans les LI de link list, donc LIA, eh bien, ils vont avoir un margin-bottom de 10 pixels. Est-ce que j'ai peut-être mal écrit ma link list LIA? Oh, attendez. Vous voyez, c'est les joies, c'est simplement parfois il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Eh bien, ce qu'on va faire, au lieu de viser le A, ça ne fonctionne pas, on va simplement aller sur le LI, et vous voyez, ça nous donne bien des écarts de 10 pixels. En général, éviter les paddings et les margins sur des liens, ça peut souvent poser problème pour le survol. Vous voyez, ça survole une zone bien précise, mais imaginons qu'on ait mis un padding, on aurait par exemple un survol ici, ce serait pas logique. Donc on va le mettre sur l'élément parent en général. Donc ici, voilà, j'ai mis un espace, et ça marche assez bien. Donc une fois que ça c'est fait, on va s'occuper de celui-là. On va pouvoir s'occuper de notre footer. Et donc pour notre footer, on veut qu'on ait la même couleur que ceci. Et également un petit border au-dessus et un petit peu d'espace. Donc ce qu'on va faire, on va aller récupérer la couleur pour le header. Et donc je vais écrire footer. Je vais copier ça avec un padding comme pour tout à l'heure. Donc on va lui dire 10% et 30%. 10 px et 30 px. Et on va le mettre comme ça. Avec évidemment, comme pour mes sections, un border. Sauf que là on va juste un border au-dessus. On veut juste un border au-dessus. Donc au lieu d'écrire border simplement, on va écrire border-top. Et hop, on va avoir un border qui va juste se mettre au-dessus. Et ça va bien se mettre. Et en fait, vous voyez qu'on a déjà quelque chose qui est assez potable. Le seul truc qu'on voudrait, ce serait qu'on n'ait pas nos liens en bleu. On le voudrait noir. Et donc ce qu'on va faire, on va simplement viser quelque chose d'assez général, qui sera la balise A. Ça va viser tous les liens d'un coup, tous les liens sur le site. Donc on va leur dire que color, de nouveau la couleur, ce sera black. On aura des liens maintenant qui vont apparaître en noir. Et après, en fait, on aimerait changer leur couleur ainsi que leur font size au moment du survol. On aimerait bien qu'ils interagissent un petit peu au survol. Donc ce qu'on va faire, on va écrire une pseudo-classe de nouveau, A2.over, donc au survol du A. Voilà. Au survol du A, ce qui va se passer, on va lui dire que sa color, ce sera blue. Donc maintenant, si je fais ça, quand je survole, c'est bleu. Vous voyez? Et on aimerait bien que sa font size augmente. Ici, je ne connais pas la taille exacte de mes polices, donc je vais regarder simplement. On voit qu'on est à... Je n'aime pas la taille de mes polices. Donc je ne la connais pas. Donc ce que je vais faire, je vais aller définir sur le body une taille générale de nouveau. On va font size de 16 pixels. Voilà. Ça va me définir la font size de 16 pixels sur tout le site. Donc maintenant je vais pouvoir augmenter ici et je vais dire qu'elle aura une font size de 18 pixels. Donc ça fera 2 pixels le plus, ça me permet d'avoir un petit changement. Et donc maintenant quand je vais survoler, vous voyez que ça augmente la taille. Mais ça, c'est pas très joli, c'est abrupt. Ça casse un peu le... Enfin, vous voyez, c'est un peu violent. Donc pour ça, en fait, on va utiliser un attribut CSS3, une règle CSS3 qui permet d'animer tout ça. On va utiliser une transition, ce qui va nous permettre d'avoir des choses un peu plus jolies et un peu plus visibles. Donc ce qu'on va faire, sur le A, on va lui définir une transition. Et donc une transition a toujours besoin de plusieurs choses. La transition, sur quoi elle va s'impliquer. Donc ça pourrait très bien être le border, ça pourrait être la taille, ça pourrait être la couleur ou autre. Ici, on veut que tout s'anime, donc on va mettre all.
la durée de la transition, toujours en secondes, et donc ici 0,2 secondes, donc 0,2 secondes. Essayez de viser toujours des valeurs qui sont entre 0 et 0,4, au-delà ça devient en général assez lourd. Et le type de transition, donc il y a le ease, le ease in out, plein de choses comme ça, et ça va nous permettre de définir la façon dont la transition va se dérouler. Donc moi je vais écrire ease in-out, donc ça va accélérer au début, puis ça va ralentir à la fin. Et donc, comme vous le voyez, ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus smooth. Le truc, pour les transitions, les animations, etc., c'est géré d'une façon différente par plein de navigateurs. Donc pour ça, on a besoin de préfixes pour que tous les navigateurs le supportent. Donc ce qu'on va écrire, en fait, on va simplement copier ceci, et on va mettre devant WebKit, donc -WebKit, ce sera pour Chrome et Safari, pour que Chrome et Safari supportent, O-ma règle, ce sera pour que Opera le supporte, et Moz-ma règle pour que Firefox le supporte. Comme ça, en fait, on est sûr que ces règles-ci seront tout à fait supportées par n'importe quel navigateur, et tous les utilisateurs pourront en profiter. Et ça va nous permettre plein de choses. Après, évidemment, les vieux navigateurs, par exemple, ne le supporteront pas. Les très vieux navigateurs ne le supporteront pas parce que c'est des règles qui sont assez récentes. Mais il faut toujours faire attention à ça. Ça, c'est un problème de compatibilité. On en parlera dans des projets un petit peu plus évolués. Mais ici, c'est, comme je l'ai dit, une introduction assez basique. Donc, ici, voilà, notre page est terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qui vous aura permis peut-être d'entrer dans le code et de vouloir en découvrir plus. N'hésitez pas. N'hésitez pas à refaire ce petit site ou même l'améliorer, améliorez-le vous-même. N'hésitez pas à tenter d'autres choses, allez un peu voir à gauche, à droite. Moi, je vais bientôt poster une vidéo pour créer probablement un portfolio personnalisé, un petit portfolio en one page, qui va un petit peu faire des choses plus intéressantes. Ici, c'est vraiment une introduction relativement basique où j'expliquais pas mal de choses. Je peux comprendre que ça semble un peu dense comme premier tutoriel, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas suivi certaines choses. N'hésitez pas à vous renseigner, comme je l'ai dit, et je vous dis à très bientôt de toute façon pour des nouvelles vidéos qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir tester des choses un peu plus jolies, un peu plus complexes. Ici c'est relativement simple comme je l'ai dit, mais c'était le but recherché. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne continuation à tous, bonne création à tous surtout. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!